Bonsoir madame, bonsoir monsieur. C'est l'une des figures éminentes de l'afrocentrisme. Entendez ce courant de pensée mettant en avant l'identité particulière et les apports des cultures africaines à l'histoire mondiale. Guadeloupéen de naissance, notre invité a renoncé à son patronyme d'origine et s'appelle Niusere Kalala Omotunde. Nous avons l'honneur de le recevoir dans le cadre d'un entretien en marge de son passage au Cameroun à la faveur d'un colloque international organisé par le Cerdotola. Lui qui d'ailleurs a été aussi désigné historien panafricain de l'année 2021 par les Pan African Awards. Bonsoir, Niusere Kalala Omotunde. Bonsoir, je suis vraiment ravi. Oui. C'est vrai que c'est important qu'on puisse partager la connaissance, partager aussi les perspectives avec tous les téléspectateurs qui nous regardent, afin d'initier une dynamique, parce qu'on a changé d'air. On n'est plus dans l'ère des poissons, on est dans l'ère du Verseau. La dynamique a changé. Donc il faut que tout le monde rentre en fait dans cette dynamique-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire on a changé d'air? Alors ça veut dire que, en fait, moi, en regardant l'histoire, j'ai découvert que la plus grande découverte de nos ancêtres, c'est même pas la construction des pyramides, la plus grande invention, mais c'est le fait d'avoir découvert la précession des équinoxes. La précession des équinoxes, c'est simplement parce qu'il y a deux cycles. Il y a un cycle qu'on appelle le zodiaque, que nos ancêtres ont découvert aussi, avec les 12 signes donc, de l'année. Et le zodiaque, c'est un cycle de 365 jours. C'est une année, 12 mois. Mais le grand cycle, c'est 26 000 ans. C'est-à-dire que comme la Terre, elle est légèrement inclinée, le grand tour qu'elle fait, c'est 26 000 ans. Et là, elle prend les constellations à reculons, mais elle va rester 2160 ans dans une constellation. Alors c'est vrai que par exemple, si vous prenez le fait que quand on était à l'ère du taureau, eh bien, on a dit que Dieu est représenté par le taureau et le souverain qui est le fils de Dieu est représenté par le veau. Donc à partir de ce moment-là, toutes les représentations de cette époque-là, c'est une représentation au niveau de la spiritualité sous l'aspect du taureau. Pourquoi? Parce que le soleil était dans la constellation du taureau. Après, on a changé de temple. On est descendu à Karnak, donc Ouasset, la grande capitale de Thèbes. Et là, Dieu est représenté sous la forme du bélier. Alors on va se dire, mais tout simplement parce que le soleil a quitté la case donc, du taureau pour aller dans la case du bélier. Donc là, Pharaon devient l'agneau de Dieu, puisque Dieu, c'est le bélier. Et après, on va dans l'ère des poissons, où Cyrée est poisson et son épouse Acéta, Isis, est vierge. Mais c'est là qu'arrivent les Européens, qui reprennent cela à leur compte et qui font que, résultat, Jésus est poisson et sa mère est vierge. Mais l'Afrique l'avait déjà dit avant. Et là, on est dans l'ère du Verseau, l'ère d'Api. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, ça veut dire que, et c'est ça qui est très particulier, et c'est pour ça que, vraiment, j'interpelle les téléspectateurs là-dessus. L'ère des poissons, c'était une ère de basse fréquence. C'est-à-dire que l'humanité s'est vraiment fourvoyée avec le colonialisme, l'esclavage, les génocides. C'est-à-dire qu'on fait le culte de la matière. Et on érige la matière sur le trône. Sauf que quand on passe dans l'ère du Verseau, c'est le culte de la générosité du partage. Donc du coup, toutes les pensées et les opérations et les actions dans la cupidité ne sont plus dans le cadre de la spiritualité. C'est-à-dire qu'elles sont bloquées. Comment elles sont bloquées? Parce que la fréquence de la Terre et la fréquence du Soleil, tous les deux, ils ont augmenté après l'ère des poissons. Donc à l'ère du Verseau, la fréquence elle est beaucoup plus haute. Et donc c'est un cycle qui correspond beaucoup à c'est ça qui explique, je vous explique par exemple, tout le monde dit mais pourquoi le coronavirus n'a pas pris en Afrique? Parce que c'est pas la même fréquence. Le continent africain n'a pas la même fréquence que là. On aurait été à l'ère des poissons, mais on aurait eu le coronavirus, puisque la fréquence était basse. Mais comme on a changé de fréquence, ce que les Occidentaux avaient l'habitude de faire sur le continent africain, ils ne peuvent plus le faire. Parce que leur fréquence du culte de la matière n'est plus alimentée par le soleil. La case elle est vide. Tandis que nous, la case elle est remplie. Et le besoin de générosité et de partage pour tous, l'Afrique l'exprime vraiment par excellence. Donc qui fait que cette dynamique-là, comme ce sont les énergies qui vont régner pour 2160 ans, vous allez voir qu'il va se passer de très belles choses. Parce que l'histoire de l'Afrique va être inversée. C'est là qu'on va rentrer dans le cycle vraiment d'élévation. Alors le terme développement, c'est pas un bon terme. Alors pourquoi je dis que c'est pas un bon terme? Parce que c'est un peu l'homme qui vient, qui s'installe, qui va cramer l'environnement et qui va commencer à s'ériger avec du béton partout. Non, il faut arrêter quelque chose de... Non, nous sommes dans le continent africain. Le convivial, le quoi. Oui, la notion d'élévation ne se fait pas au détriment de la nature. Les souverains d'Égypte, même les grands rois qu'on a eu dans les grands empires, on n'a jamais agi comme ça. Donc il faut revenir à cette notion-là, d'autant plus qu'on a une terre riche, on a de l'espace,
Donc on n'est pas obligé d'avoir cette espèce d'emprise colonialiste sur la nature comme les Occidentaux l'ont fait durant l'ère des poissons. Alors, je disais à l'entame de cet entretien que vous êtes Guadeloupéen de naissance. Voilà, c'est-à-dire comment on vous présente alors je vous dirais, comment raconter l'histoire très simplement. En fait, quand j'avais 14 ans, je me suis rendu compte que ce qu'on nous dit sur nous est véritablement très étrange, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. C'est un flou artistique, c'est un peu comme si on veut fabriquer une jeunesse hors sol. Moi, j'ai refusé d'être hors sol, parce que je me suis dit, la graine, quand on la met en terre, elle commence par faire des racines avant de s'élever. Moi, on ne me met même pas en terre, donc je n'ai pas la possibilité de faire des racines. Et là, vous êtes où? Vous êtes à Fort-de-France ou vous êtes à Paris? Je suis en Guadeloupe, et là, je me dis, mais c'est quoi cette affaire? Donc, arrivé au bac, j'ai, dans le cadre de ma copie de philosophie, j'ai expliqué simplement que, compte tenu du fait que je suis sur un territoire colonial qui m'offre qu'un seul point de vue, c'est le point de vue de Paris, je considère que n'ayant pas la capacité d'avoir un esprit critique sur ce qui m'a été enseigné à l'école depuis la maternelle, je considère comme nul et non avenu tout ce qu'on m'a enseigné depuis la maternelle. Et vous avez quelle note là? J'ai eu 9. Pour vous dire les choses. Et vous échouez au bac ou bien Non, parce que j'avais travaillé des preuves de mathématiques et compagnie. Mais sur le fond, j'avais quand même ce désir de dire à ce système ce que je pensais. Et j'ai dit, voilà, la chose est très simple, c'est que moi je partirais à la rencontre de l'objectivité. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai eu l'occasion de travailler avec l'UNESCO, le fait d'aller dans tous ces pays, d'aller dans les bibliothèques, de rencontrer les chercheurs, le colloque du Cercle de Tola, nous étions une centaine de chercheurs. Donc c'est ce monde-là que je côtoyais. Et je vous dirai une chose. J'ai rencontré le Cameroun très tôt. Oui, avec le professeur Boukaya. Avec le professeur Boukaya, avec la Siva Serva, parce que il faut savoir que c'est un couple de Camerounais qui avait créé dans le 12e arrondissement un institut d'études des humanités classiques africaines. Et donc moi, fraîchement débarqué de la Guadeloupe, je me suis inscrit. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à goûter à ceux qui m'avaient tant manqué. Parce qu'on ne peut pas vous apprendre l'histoire de Chine, l'histoire de l'Europe, l'histoire de tout le monde des Martiens et compagnie, et puis votre propre histoire, il n'y a même pas le désir de la moitié de la volonté de vous l'enseigner. Sauf que la direction de la Siva Serva a commencé à avoir des problèmes. Parce qu'ils ont dit, si les jeunes des Antilles commencent à venir dans les institutions africaines pour apprendre leur histoire, alors qu'on a passé 18 ans à leur cacher leur histoire, ça va poser des problèmes. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités françaises ont fait fermer la Siva Serva. Et c'est là que on s'est séparé un certain temps avec le professeur Boukaya, parce qu'il s'est retrouvé en Angleterre. Et après, on a fait des échanges entre l'Angleterre et les jeunes panafricains de Paris pour aller voir le British Museum. Mais tout ça pour expliquer qu'il y a un moment, il faut manifester sa volonté d'exister. Vous voyez, la volonté d'exister, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une graine, pour sortir de terre, elle doit faire un effort particulier. Elle doit avoir le désir de pourvoir à son élévation. Et c'est ce que je veux transmettre aux jeunes générations. Moi, j'étais au Mali, je rencontre un jeune, et il me dit, ah, vous savez, monsieur Motunde, si j'étais à New York, j'aurais peut-être mieux réussi ma vie qu'en étant ici à Bamako. Alors je lui dis, écoute, mon très cher, on va prendre 2 graines dans le même arbre, et on va planter une graine à Bamako, et on va prendre l'avion, on va planter une graine à New York. Est-ce qu'il y a une des 2 graines qui ne donnera pas un arbre? Il me dit, ah non, les 2 graines vont donner un arbre. Je dis, tu vois? Donc ça veut dire que la nature t'a fait apparaître quelque part. Et la chose, au lieu de te poser des questions, pourvois ton élévation. C'est-à-dire, pense élévation. Mais aussi, il y a peut-être aussi un défaut que nous avons, c'est de ne pas regarder le ciel. On passe le temps à regarder le sol, on ne regarde pas souvent le ciel. Alors que l'élévation, ça part de là-haut. Donc il faut déjà, par cette démarche-là, manifester notre désir d'élévation. Et l'élévation, peu importe là où vous êtes né, de toute façon, vous allez vous élever quand vous manifestez votre désir d'élévation. Alors, et après la Siva à Paris, vous volez vers d'autres cieux. Oui, c'est-à-dire que... On dit quand même que vous avez fait une formation en cinéma. Oui, c'est-à-dire que... Non, mais j'ai surtout œuvré, je dirais, à mettre en avant cette histoire africaine. Parce qu'après, après, il y a eu l'IECA, donc qui était la structure, avec notamment Jean-Charles Gomez, qui a donné des cours. Après, on a monté notre propre institut, qui est Pera Chabaka, jusqu'à finir avec Africamat, où on a animé avec René Louis Etilé, donc la structure Africamat, avec l'apprentissage des hiéroglyphes. Et tout ce travail qu'avait commencé la Siva Serva, nous l'avons poursuivi. Et c'est ce que j'ai finalement ramené en Guadeloupe avec l'Institut Anija. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en Martinique, on est en Guyane, on est en Haïti, on est au Canada. Le but du jeu, c'est de continuer ce travail-là et faire en sorte que les jeunes qui veulent connaître leur histoire, qu'ils ne soient pas privés de l'opportunité de savoir qui ils sont,
quel est l'héritage de nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont inventé, qu'est-ce qu'ils ont fait, déjà sur des territoires précis, mais aussi à l'échelle continentale, voire à l'échelle panafricaine. Alors, c'est ça qui est important. Oui, quand vous mettez en avant tout ce que vous faites là, vous avez aussi emprunté à d'autres figures qui vous ont peut-être précédé, Cheikh Anta Diop. Alors je vous dirais deux choses. Oui. En fait, la chose c'est que la rencontre avec Cheikh Anta, qui est venu en Guadeloupe, il faut le savoir, c'est vraiment pour moi quelque chose qui a été très particulier. Parce qu'à 14 ans, je cherchais quelqu'un qui avait une forme de pensée atypique. C'est-à-dire quelqu'un qui ne répétait pas les trucs qu'on entend, mais qui avait une forme de pensée atypique. Et il y avait un monsieur chez nous, qu'on appelle Papa Yaya, qui avait décidé de faire l'école en langue maternelle. Donc ça veut dire que lui, il a été radié, ministère de l'Éducation nationale, tout ça. Il a dit, les gamins parlent une langue maternelle, on va faire l'école dans la langue maternelle et on passera au français après. Donc il a monté sa propre école et les parents amenaient les enfants à l'école là. Et c'est là où, donc c'est à Capesterre, c'est là où il a commencé véritablement à montrer que la possibilité de sortir du système était réalisable à condition qu'il y ait cet état de conscience. C'est-à-dire, si les gens sont conscients de la nécessité d'eux, c'est possible. Et c'est pour ça que la notion d'humanité classique, c'est de créer cet état de conscience. Après, chez Kanta, ça a été cette pensée très atypique. Pourquoi la pensée atypique? Parce que, premièrement, il ne reprend pas les pontifes historiques coloniaux. Il démontre que le discours colonial sur l'histoire du monde noir est complètement falsifié. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire qu'il a une méthodologie d'accès, en fait, à la réalité. Et il a cette notion que je reprends aujourd'hui, c'est-à-dire on fait de l'histoire, non pas pour admirer le passé de nos ancêtres, mais pour changer le cours de l'histoire. Et c'est ça les enjeux. Donc ça nous emmène à participer à des projets industriels, à voir les technologies, comment elles évoluent, et comment ces technologies peuvent être acclimatées, parce qu'elles fonctionnent toutes avec les mathématiques africaines, comment elles peuvent être acclimatées. Alors, pour pouvoir commencer à instaurer ça chez moi à grande échelle, donc en 2019, j'ai fait un congrès mondial des mathématiques africaines. Et on a invité, avec la ville de Bemao, qui était notre partenaire, tout un aéropage de savants spécialistes dans le domaine des mathématiques africaines, que ce soit sur le continent africain ou en Occident. Ces gens qui sont venus ont essayé véritablement à la fois de montrer la pertinence de cette pensée africaine scientifique, mais aussi de rappeler que lorsque vous rentrez dans un téléphone portable, lorsque vous allumez un ordinateur, le seul cerveau au monde qui fonctionne comme ça, c'est le cerveau de l'Africain. Et je voulais qu'ils le disent devant les gens, parce que c'est important. Le cerveau africain, puisque j'ai demandé par exemple à M. Eglache, je dis, Monsieur Eglache, vous êtes des chercheurs, vous êtes en contact avec beaucoup de peuples à travers le monde. Est-ce que vous avez trouvé un deuxième peuple qui a cette forme de pensée de l'intelligence et de la technologie comme la forme de pensée qui règne sur le continent africain? Il m'a dit, écoutez, franchement, à part l'Afrique noire, on n'a jamais trouvé ce type de pensée ailleurs qu'en Afrique. Alors, donc c'est pour ça que tous les systèmes technologiques, même quand vous envoyez un satellite dans l'espace ou vous utilisez votre carte bleue pour aller faire un retrait, tout ça, ça fonctionne sur les mathématiques africaines. Donc vous reprenez à votre compte, et je dirais même absolument ou totalement, la thèse de Diop sur l'antériorité de la civilisation nègre. Oui, c'est-à-dire que, en fait, c'est une évidence mathématique que les Égyptiens étaient noirs. Donc ça ne sert même plus vraiment de débat là-dessus, on considère qu'il est clos. Par contre, c'est la puissance de la pensée diopienne dans une perspective d'avenir. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on prend l'axe de Diop et qu'on le projette dans n'importe quelle discipline, avec le paradigme africain, parce qu'il faut savoir une chose, Diop, c'est pas tout de lire. Si vous le lisez avec le paradigme occidental, vous passez à côté. Absolument. Donc il faut avoir déjà le paradigme africain. Et quand vous avez le paradigme africain, vous appliquez la rigueur scientifique, vous vous rendez compte que c'est le discours du monde entier qui est faux. C'est-à-dire que quand les Chinois racontent leur histoire, c'est pas l'histoire de Chine, c'est une histoire falsifiée. Parce que Confucius, c'est un Africain. Quand ils mettent la statue de Confucius à la fondation Confucius à Shanghai, mais c'est pas un Chinois. Vous voyez? Bon, quand on prend Bodhidharma, qui est celui qui était au temple de Shaolin où on faisait les arts martiaux. Mais dans le temple de Shaolin, le saint des saints, où il y a Bodhidharma, Bodhidharma n'est pas chinois. Donc vous découvrez en fait qu'il y a une espèce de truc un peu bizarre, voyez, que tout le monde essaye de faire, c'est-à-dire chaque peuple a son ego
et essaient de traverser l'histoire en oubliant que c'est l'Afrique noire qui a amené la connaissance là. Absolument. Et donc c'est pour ça que là, il y a cette nécessité d'ouvrir le champ de réflexion sur la totalité des espaces de civilisation de la planète et de ramener tout le monde à la raison. Je faisais par exemple une intervention pour des chefs d'entreprise new-yorkais. Oui. Bon. Et je leur disais, mais il y a 2 jours, je regardais un documentaire sur les États-Unis et je vois qu'il y a toujours cette problématique du racisme. Oui. Donc j'étais obligé de leur rappeler que déjà, premièrement, la pyramide qu'il y a sur le billet d'1 $ n'existe pas en Occident, c'est une pyramide africaine. Oui. Ça c'est 1. 2, quand Narmer a créé l'empire donc de l'Égypte, Oui. il a créé ce qu'on appelle Inech-Eb. Inech-Eb, ça veut dire la Maison Blanche, son palais est en calcaire blanc. Oui. Donc le concept de la Maison Blanche, c'est-à-dire le dirigeant qui est dans une Il a maison, été copié en ça a Afrique. été copié. Bon. Oui. Ensuite, vous avez la monnaie. Oui. La monnaie est une invention de l'Afrique. Le premier étalon monétaire de l'histoire de l'humanité, c'était le châti. Puisqu'à l'époque des pyramides, on payait les ouvriers en châti. Vous voyez? Bon. Ensuite, vous avez l'aigle. L'aigle, c'est le symbole du faucon d'Horus. Oui. C'est héros, elle déployée, dans la même position que les Américains ont simplement appliqué. Résultat, qu'est-ce qu'on peut dire? L'Amérique fait du racisme sur la base d'une culture qu'ils n'ont pas, Oui. puisqu'ils ont emprunté tous les éléments de leur culture à la civilisation africaine. Donc je leur ai demandé, mais comment vous pouvez être ignorant? Ça veut dire qu'il y a des gens qui financent l'ignorance du monde blanc à grande échelle pour qu'ils racontent n'importe quoi, parce que tout ce que ces gens-là racontent, ce sont des sornettes. Oui. Vous voyez ce que je veux dire par là? 2, comment peut-on oublier qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait 10 000 hommes modernes qui se trouvaient sur le continent africain. Il n'y avait pas d'hommes modernes nulle part ailleurs. D'accord? Ça représente un peu les doigts d'une main. Oui. Vous avez un doigt qui décide de partir du côté de la Russie. Un doigt qui décide de partir au niveau du nord de l'Europe. Oui. Un doigt qui va décider de partir au niveau de l'Amérique du Nord. Un autre Amérique du Sud. Le pouce va rester en Afrique. Oui. Mais comment ça se fait que tous ces doigts-là ignorent que la souche de départ, elle est africaine, Elle est africaine. puisque la main, elle est toujours là avec les emplacements des doigts. Oui. Donc je leur ai dit, la chose, elle est très simple, c'est-à-dire il y a des gens parmi vous qui financent à grande échelle l'ignorance de manière à créer des oppositions entre les humains, parce que quand on regarde le fond même de votre civilisation, tout est africain. Et comment ils ont reçu ce message? Ben, c'est-à-dire que même, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que j'ai montré, par exemple, vous avez le professeur Christopher Enchilwood, Oui. qui est à l'université de Pretoria en Afrique du Sud, Oui. qui a fait l'analyse donc de Blombos. Oui. C'est un blanc, et lui-même à Blombos, devant la caméra, il dit, si vous cherchez où est né l'ordinateur, c'est ici. Où est né le fait de faire voler un avion, toutes les technologies modernes, le maquillage, tout ça, la beauté, c'est né à Blombos. Donc l'humanité ne peut pas oublier à ce point-là que le vrai progrès technologique, elle l'a fait à Blombos. Parce que si Blombos n'avait pas posé la problématique de la géométrie, par exemple, la pierre avec l'air, prenons la pierre gravée de Blombos, Oui. mais c'est ça qui a donné le GPS. Oui. Vous prenez la pierre de Blombos, vous prenez le GPS. Le GPS, c'est un système de triangulation. Absolument. Vous mettez les deux côte à côte, vous jouez au jeu des 7 erreurs. C'est la même chose. Donc comment voulez-vous que... Parce qu'il y a un problème de fond. Oui. Je vais vous expliquer le problème de fond. C'est que du côté africain, il y a un complexe d'infériorité Oui. qui est basé sur une escroquerie intellectuelle. Il faut le dire clairement. D'accord? Bon. Maintenant, du côté du monde blanc, il y a un complexe de supériorité qui est basé sur la même escroquerie intellectuelle. Alors que les faits scientifiques montrent bien que, attendez, l'homme est parti d'Afrique, il avait un cerveau, non? Donc, et la chose, c'est que l'homme est né en Afrique il y a 350 000 ans. Le premier blanc est arrivé il y a 5 minutes. Donc, comment voulez-vous que vous avez une gestation de cerveau pendant 350 000 ans? Vous avez quelqu'un qui est là pendant 5 minutes, c'est lui qui a inventé les mathématiques, l'écriture et compagnie. C'est pour ça qu'il y a, regardez, papier viennent papyrus. Parce que l'Afrique a inventé le support souple d'écriture. Mais quand on a inventé l'écriture, vous savez les caractères A, B, C, D, E, G, H, ce sont des caractères profanes que nous avons mis au point pour des peuples qui ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de venir nous dire, on va vous apprendre à connaître Dieu. Mais il y a quand même une chose. La première fois qu'on a écrit le mot Dieu sur une feuille de papier, c'est en Afrique. Il n'y avait pas d'arabe, il n'y avait pas de chinois, il n'y avait pas de blanc quand on avait déjà écrit ça. Donc tout ça, voyez-vous, ce sont des choses qui sont importantes. Il faut remettre les points sur les i. Alors, quand vous parlez de remettre en ordre toute cette mise à l'écart de l'Afrique, de revenir à ce qui est réel, vous avez par exemple ce thème sur le zéro africain. Oui, vous parlez, totalement. Qui est l'une de vos thèses fortes. Mais bien sûr, parce que Néferhotep, quand il trouve le zéro africain, 1800 de l'ère ancienne africaine, vous imaginez, quand vous parle d'un zéro qui apparaît en plus 500 en Inde.
Bon, maintenant, on vous parle des Arabes qui auraient apporté, mais les Arabes, c'est comme des papillons. Ça boutonne à gauche, à droite, donc ça prend des connaissances, ça ramène à Bagdad, et ça discute des connaissances qu'elle a pris à gauche, à droite. Mais venir dire que, par exemple, les chiffres sont des chiffres arabes, c'est faux. Parce que ces chiffres-là existent déjà en démotique égyptien. Dans la langue égyptienne, quand on prend la cursive pour dire les chiffres, vous avez déjà ces chiffres. Mais que les gens aient regardé. Moi, j'ai fait la démonstration, j'ai montré que ces chiffres-là viennent du continent africain. Donc, on ne peut pas les nommer d'arabes. Bon, maintenant, l'enjeu, c'est que quand Brahmagupta parle en Inde du zéro, d'accord, comme étant l'espace vide, est-ce que vous savez que la première fois qu'on a la mention du zéro en Afrique, c'est à moins 25 000 sur l'os d'Ishango? On a fait la démonstration. Jean-Paul Bellec, qui est astrophysicien camerounais, a fait la démonstration. On voit que déjà, au moins 25 000, on laisse un espace vide. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une conscience. Quand on fait des opérations. Quand on fait des opérations sur le on laisse un espace vide. Et le résultat est parfait parce qu'il y a une symétrie de résultat. Donc sur l'os d'Ishango. Donc à partir de ce moment-là, qui peut venir contester que le zéro n'a pas, je dirais, comme berceau le continent africain? Mais personne. Et puis je vais vous dire une chose. Vous dites à un enfant, tiens, voilà un œuf. Est-ce que tu peux dire que tu as une poule dans la main? Il va vous dire non. Mais est-ce que pour autant tu peux dire que tu as rien? Il va dire non, puisque j'ai un œuf. Mais dessine ce que tu as dans la main, ça ne donne pas zéro. Bon, voilà. Donc nos ancêtres se prenaient pas la tête avec des histoires dormant debout, puisque c'est l'affaire de l'œuf qui va donner la poule. Mais la poule, elle est dans l'œuf, mais quand on a l'œuf, on n'a pas la poule. D'accord? Donc il faut bien un stade qui précède l'arrivée de la poule. Et le stade qui précède la poule, c'est l'œuf. Quand on dessine un œuf, c'est un zéro. Oui. Alors, professeur Omotunde, avec autant de puissance, quand vous faites ces démonstrations sur la puissance de l'Afrique, de la pensée africaine, totalement. Et comment se fait-il qu'on soit arrivé à un tel retard? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de dichotomie. Le système pédagogique africain n'est pas arrivé à rimer à la puissance de réflexion du continent africain. Parce que vous voyez, par exemple, prenons par exemple la confrérie des Mbok, que nous avons ici au Cameroun. Le texte Mbok est un texte scientifique, astrophysique, quantique, cosmologique. Mais la chose, c'est qu'on ne vous permet même pas de le voir, de le comprendre, de l'apprécier. Donc on est en train de vous raconter des histoires que Dieu a fait la terre le premier jour, le quatrième jour il a fait le soleil. Et dès le premier jour, il te dit c'est la lumière fut. La lumière fut sans soleil. Le soleil arrive le quatrième jour et la lumière fut. C'est quoi? C'est EDF qui faisait la lumière alors à cette époque-là. Donc vous voyez, c'est-à-dire on passe à de la bêtise au lieu de regarder des textes qui sont super cosmologiques. Et la chose, c'est que quand vous regardez des documentaires à la télévision, mais le spécialiste de la NASA qui raconte l'histoire du cosmos, et en deçà de ce que disent les Mbok dans la cour. Mais allez voir le texte Mbok, discutez avec les Mbok, regardez, faites inviter Bokbasson, vous allez voir si ce sont des histoires qu'on dit en l'air. On a quand même les textes, on a regardé. Sauf que quand on compare, parce que moi quand j'ai fait mon ouvrage Cosmogénèse tome 1, j'ai parlé de tout cela, mais j'ai montré les textes scientifiques des grands savants de la planète. Mais ce qu'ils disent, c'est ce que nos ancêtres avaient dit des siècles et des siècles, voire des milliers d'années avant eux. Donc la chose c'est quoi? Ça veut dire que chaque fois que l'Afrique prend comme modèle une civilisation étrangère, elle accuse un retard de 5000 ans. 5000 ans. 5000 ans. D'accord? Elle accuse un retard de 5000 ans. Parce que ce sont des problématiques qu'on a réglées il y a 5000 ans. Les problématiques de Dieu. Regardez une chose, ce qui est ridicule. Quand on parle du paradis, mais faites des débats scientifiques avec des théologiens. Tous les théologiens vous disent que le premier peuple qui a parlé du paradis, c'est l'Africain. Aujourd'hui, les Africains, je veux aller au paradis, au paradis. Mais il y a 2 jours, les Blancs ne savaient même pas ce que c'était qu'un paradis. Regardez, poussière, tu redeviendras poussière, à la terre, tu vas venir à la terre, la Sheol. Regardez ce que disent les Juifs, les Arabes, sur l'affaire de la destinée de l'homme post-mortem. C'est des histoires dormir debout. L'Afrique introduit la notion de vie après la mort. Hérodote le confirme, Diodore le confirme, Sawatani Selassie d'ailleurs aussi le confirme. Et qu'est-ce qu'il y a? On est en train d'apprendre à connaître cette affaire-là dans le christianisme, qui est le christianisme dont les pères de l'Église, écoutez l'affaire, les pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, Alexandre d'Alexandrie, l'Alexandrie se trouvant en Égypte, qu'est-ce qu'il y avait à Alexandrie? La bibliothèque d'Alexandrie. Donc ces gens-là ont copié nos textes et ils viennent s'abroger le titre de maître. Et c'est eux qui vont apprendre à connaître Dieu, savoir ce que Dieu a fait le premier jour, le deuxième jour, alors qu'il n'y avait même pas de blanc. Vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire que la première personne au monde qui a parlé de ça, c'est l'Africain. Puisque l'Africain est apparu et il n'y avait que des nègres à la surface de cette planète. Alors, donc, pendant 350 000 ans. Cela voudrait dire, quand on vous suit, que c'est ce chemin
du christianisme et de toutes ces religions mais je vous dis que c'est tout qui part en cacahuète. Oui. Moi, j'ai expliqué au colloque du Cerdotola qu'il faut une rupture épistémologique, mais vraiment radicale, avec tout ce qui concerne les formes d'enseignement de l'extérieur. Quand on fait le management, mais arrêtez de raconter des histoires. Si on ne maîtrisait pas le management depuis l'époque des pyramides, on aurait construit les pyramides comment? La science du management, c'est-à-dire les étapes, tout ça existe dans le lexique hiéroglyphique. Donc vous n'allez pas venir apprendre le management dans une société qui a connu le management par correspondance. Les Européens ont fait des pyramides. C'est-à-dire que toutes ces... Quand vous prenez par exemple le commerce, la comptabilité est une invention de l'Afrique noire pharaonique. D'accord? On vous dit que c'est l'Italien Pastioni qui a inventé la partie double. Mais je peux vous montrer tout ça. Ça s'appelle les papyrus Boulak. Si les gens ne me croient pas, ils tapent papyrus Boulak, ils vont voir si ce n'est pas des papyrus de comptabilité qui remontent à l'époque de Thèbes. Et vous allez voir les débits, crédits, tout ça. J'ai même écrit un bouquin là-dessus. Tous les termes d'économie, l'argent, payer, financer, rembourser, débourser, tout ça existe en hiéroglyphe. Donc comment vous pouvez apprendre l'économie dans un manuel d'individus, ça fait 2 minutes qu'ils connaissent l'économie, alors que vos pères connaissent l'économie depuis 8000 ans? C'est que là, à partir de ce moment-là, c'est plus l'autre qui vient nous coloniser. C'est-à-dire, c'est nous qui avons un problème. Alors, le problème, il faut le résoudre. Premièrement, il y a un manque de connaissance de la réalité de la place de l'Afrique dans le débat scientifique mondial. Parce que vous voyez que comme tout le monde connaît la vérité, donc on évite d'avoir des spécialistes africains dans les grands débats internationaux. Parce que lorsqu'on vous dit que l'Afrique a inventé l'écriture, mais attendez, mon cher ami, soyons un peu sérieux. Tout le monde fait des pictogrammes, donc longtemps après, des milliers d'années après, ils disent voilà, c'est un poisson, on dessine un poisson. L'Afrique dit non, 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 non. Nous, on veut que le son que nous prononçons dans notre langue pour dire poisson, on veut que ça soit ça qui soit sur le support. Et l'Afrique commence à inventer des techniques permettant de capturer le son et de fixer le son sur un support. Qui fait que quand j'apprends à lire les hiéroglyphes aux gens, mais c'est des écritures que nos ancêtres ont écrites depuis des milliers d'années. Donc ça veut dire, mais c'est quoi, en fait, cette réalité qui fait que chaque fois que l'Africain choisit un modèle et l'affirme, même si ce modèle remonte à 160 000 ans, c'est encore la modernité d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on continue à écrire sur du papier avec les mêmes caractères qu'ils avaient inventés. On fait le GPS avec le même système de triangulation qu'ils avaient inventé à Blombos. Donc c'est-à-dire que quand est-ce que je dirais la découverte a été dépassée, la découverte africaine a été dépassée par la modernité. Quand moi-même j'ai fait une conférence en Martinique, les gens parlent de Max Planck, les gens parlent d'Einstein, ils parlent de tout ça. Mais est-ce que vous pensez que Einstein a dépassé la science qu'il y a dans la confrérie des Mbok? Allez regarder, vous allez voir que Einstein est en hors taxe, la confrérie des Mbok c'est en TTC. Parce que je pense qu'après avoir regardé tous ces textes-là, chez les Dogons, d'accord, les textes du MVET, puisque nous avions le professeur Biyogo avec nous, après avoir regardé tout ça, je crois qu'en fait, en réalité, sur le cosmos, l'univers et le Big Bang, les Africains connaissent plus que tous les scientifiques de la NASA et compagnie. Parce que nous, la chose qu'il y a, c'est pour vous expliquer, le savoir est sacré. Donc, le savoir est enfermé dans une allégorie. Si vous ne faites pas l'effort de percer le mystère de l'allégorie, vous n'allez pas voir la science qui est derrière. Parce que nos ancêtres considéraient qu'on ne peut pas mettre à la disposition de n'importe qui un savoir très avancé. Donc c'est pour ça qu'on procédait par l'initiation. Absolument. Voilà, c'est ça qui est important. Alors pourquoi ces décalages ces décalages sur l'idée de l'Afrique qui serait pas du tout moderne comparé à l'Occident? Totalement. Est-ce qu'il faut remettre le curseur à quel niveau? Comment il faut renverser la courbe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut le dire sans faire de reproches, en toute humilité, que les formateurs sont déformés dans leur façon de comprendre, je dirais, la nature de l'enjeu de l'histoire des sciences. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui leur manquent. Je vous prends un débat. Je fais un débat avec des enseignants. Les enseignants me disent, oui, monsieur Moutouné, vous êtes excessif. Je dis, ah bon, quoi? Il me dit, oui, mais si les Blancs n'étaient pas là, on aurait enseigné aux enfants à l'école comment? Parce que les livres, c'est grâce quand même aux Blancs qu'on a des livres. Je regarde la dame, je dis, mais madame, excusez-moi, les manuscrits de Nagamadi, vous savez où se trouve Nagamadi? Nagamadi se trouve en Afrique, c'est là où on a trouvé les premiers livres de l'histoire de l'humanité, les manuscrits de Nagamadi. D'accord? Les manuscrits de Nagamadi, ce sont des livres. Bon. Et la chose, c'est que l'invention de l'écriture, elle est africaine. C'est pour ça que papier vient de papyrus. Bon. Donc, l'école
en Afrique s'appelait la Père Ankh, la maison de vie. Ça veut dire que la connaissance doit être mise au service de la vie. Oui. Donc, on a eu des enseignants, on a eu des savants, on a eu des ingénieurs, on a eu toutes sortes de formations, astronomie, médecine, géométrie, tout cela. Et vous venez dire que, alors je lui ai pris le livre du professeur Benga, la philosophie africaine de la Benga. Voilà, la philosophie africaine et la géométrie. Bon, je lui montre un exercice dans le livre, parce que moi-même ça m'a effrayé. Je lui montre un exercice dans un livre d'un enfant qui doit être en CM2, quelque chose comme ça. Et je lui montre le même exercice sur papyrus. C'est le même exercice, c'est-à-dire, il y a de quoi vous glacer le sang. C'est-à-dire que rien n'a été changé. L'exercice qui est dans le livre et l'exercice qui est sur le papyrus, sauf que le papyrus remonte à plusieurs milliers d'années. Donc vous voyez que, en fait, si vous voulez apprendre tout cela à un enfant, pourquoi ne pas utiliser directement le document africain? Parce que non seulement ça crée le sentiment que cette connaissance-là, elle est endogène à l'Afrique, ce qui crée un facteur d'estime de soi et de motivation au niveau de l'enfant, mais aussi on gagne du temps. Parce que pourquoi on gagne du temps? Parce que l'enfant, ça va l'intéresser. Moi, je vous dis une chose. On a fait appel à moi dans un établissement scolaire parce que on m'a dit que chaque fois qu'on vient enseigner un théorème des Grecs, les enfants disent « Ouh là là, madame, franchement, laissez les Grecs là où ils sont. Regardez où nous sommes en Guadeloupe. Vraiment, laissez les Grecs là-bas. Parce que s'ils veulent s'amuser à faire ça, qu'ils fassent ça, mais ça n'a rien à voir avec nous. » Et donc, comme ils ont besoin d'enseigner le programme, ils ont dit « Bon, il y a un monsieur qui dit que voilà, ça vient d'Égypte. Est-ce qu'on pourrait pas l'appeler pour voir comment ?» Donc le résultat, je leur dis, mais Pythagore même a étudié pendant 22 ans en Égypte, son nom même c'est un nom africain, puisqu'il s'appelait Mnézarchos avant. Et donc à partir de ce moment-là, le mieux, au lieu de mentir à l'enfant et lui dire que Pythagore a fait, montre à l'enfant directement le théorème sur le papyrus du mathématicien Yamesso, qui a vécu quand même 1000 ans avant Thalès et Pythagore. Donc à partir de ce moment-là, c'est par ce biais-là, quand on a commencé à faire comprendre aux enfants, mais tout ça, ça vient du continent africain, puisque Pythagore a découvert ça en Afrique, que les enfants ont commencé à se prendre de passion pour l'enseignement des mathématiques, et c'est comme ça que je les avais vus, donc en classe de seconde notamment, et en première et en terminale, on m'a dit, mais les choses se sont bien passées, parce que la dynamique qui avait été prise en seconde est restée en première et en terminale. Donc vous voyez qu'il y a quand même des réalités, et quitte à... Moi, vous savez, je fais quand même beaucoup de réunions avec des enseignants pour leur montrer que l'outil pédagogique africain est beaucoup plus puissant que l'outil pédagogique européen. Mais est-ce qu'il n'est pas évident d'en sortir? Parce que quand vous dites qu'il faut changer les paradigmes, comment on s'y prend? Oui, mais je vais vous dire une chose. Maintenant, soyons sérieux. Bon, je suis venu au Cerro de Tola. J'ai montré au Cerro de Tola que tous les pays occidentaux ont dégringolé en matière de performance, d'éducation et de pédagogie. Tous les pays asiatiques sont devant. Bon, le premier qui est devant tout le monde, c'est Singapour. Quand vous regardez, qu'est-ce que Singapour dit? Parce que nous abordons, par exemple, les mathématiques sans chiffres. Mais ça fait combien d'années que je dis que j'aborde des mathématiques? J'ai vu 14 000 enfants en milieu scolaire, moi. Même au Cameroun, au Mali, en Guadeloupe, en Martinique, partout. J'arrête pas de dire que les mathématiques, ça doit commencer sans chiffres. Parce que ça doit être ludique. Et on a de multiples, non seulement on a beaucoup d'algorithmes pour faire une multiplication, puisque, regardez, pourquoi dans l'espace français, on m'a dit que je veux rendre les enfants noirs plus intelligents que les enfants blancs. Parce que un enfant blanc qui va à l'école, on lui dit voilà comment on fait une multiplication. Donc voilà comment on fait. Donc dans la tête de l'enfant, il y a une seule façon de faire la multiplication. Moi, je viens, bon, je vais prendre des enfants noirs, j'ai dit, bon, voilà, quand on est en Égypte, c'est comme ça, en Éthiopie, c'est comme ça, au Burundi, c'est comme ça, au Cameroun, c'est comme ça, au machin, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, à chaque fois, les algorithmes changent, et l'enfant découvre mais 1000 façons de faire la même multiplication, de faire la division et compagnie. Donc, c'est beaucoup plus riche. Mais le champ de vision de l'enfant s'élargit, parce que l'enfant n'est pas prisonnier d'un algorithme. Il découvre une pléthore d'algorithmes. Et chaque fois qu'il a découvert l'algorithme suivant est un petit peu plus complexe que celui qui est machin. Et c'est une progression, c'est pour ça que même dans les universités, vous savez, je vais vous dire une chose, hein, je crois qu'il faut comprendre quelque chose. Moi, j'interviens dans des établissements scolaires, je vais dans certains établissements, quand j'arrive, je dis on va faire les mathématiques africaines, les enfants me disent ah, africain, bon, je m'occupe pas. Je sors les données, les enfants voient la dimension scientifique des données. J'envoie un enfant au tableau qui résout l'équation. Vous savez ce que les autres enfants lui disent? Ah, toi, tu es vraiment un Africain. Tu voyez l'affaire? Quand il regarde le truc sur le papier, il voit, bon, mais c'est chaud, c'est complexe. Mais quand il voit un de ses camarades qui résout le truc au tableau,
il dit, waouh, mais t'es vraiment un Africain. Et donc, comme ça, quand ils vont au tableau, chaque fois qu'ils ont la bonne réponse, les enfants disent, ah, mais t'es vraiment une Africaine. T'es vraiment un Africain. Vous voyez la phrase? Donc, ça tient à quoi, mon très cher? Ça tient au fait que on ment sur l'Afrique. C'est-à-dire que dans tous les domaines, chaque fois qu'on présente la chose africaine, c'est une falsification. Puisque lorsqu'on présente la vraie chose, l'enfant se sent glorifié par son patrimoine africain. Donc qui joue à ce jeu-là? Comment ça se fait qu'en 2022, vous avez des humains qui agissent pour ternir l'humanité d'êtres humains sous une histoire de couleur de peau, alors que personne ne choisit sa peau avant sa naissance? Absolument. Donc il faut arrêter ça. Alors, professeur Motoundé, mais il y a quand même la dimension politique. On va changer de paradigme, mais il y a cet aspect-là qui est important. Je vais vous dire une chose qu'il faut comprendre. D'accord? Vous avez remarqué un verre d'eau, ça ne va pas loin. Mais quand vous avez des milliards de verres d'eau, ça devient un tsunami. Qui peut résister à un tsunami? Personne. Bon, voilà, c'est tout. Donc il y a des choses qu'il faut régler, non pas avec un verre d'eau, mais avec un tsunami. Le tsunami de la connaissance, rien ne peut l'arrêter. Vous voyez? Par contre, l'ignorance, ce sont des verres d'eau. Tout autant qu'on est dans le stade de l'ignorance, ce sont des verres d'eau. Mais quand on commence à accéder à la connaissance, eh bien, tous ces verres d'eau-là forment un magma d'eau qui devient un tsunami. À partir du moment où le tsunami arrive vers vous, vous allez dire quoi? Qu'est-ce que c'est machin? Mais rien ne peut résister à un tsunami. La chose, c'est qu'il faut impulser une dynamique. C'est-à-dire que lorsque le soleil se lève, il chasse l'obscurité. Il faut faire le soleil se lever dans la conscience des Africains et des panafricains. Parce que quand le soleil va se lever dans la conscience des panafricains, voyez, eh bien, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Vous imaginez que la terre du Cameroun est beaucoup plus fertile que la terre d'Ukraine et la terre de la Russie. Absolument. Comment ça se fait qu'au Cameroun, on est en train de nous dire des histoires à dormir debout, qu'on attend que des gens qui ont une terre qui fonctionne aux engrais chimiques et compagnie viennent nous apporter des choses que notre terre même... Moi, j'ai fait Yaoundé à Douala. J'ai pas vu même 2 tomates plantées. Hein. Comment vous imaginez que entre Yaoundé et Douala, vous faites des champs, vous donnez à manger à toute l'Afrique? D'accord? Comment ça se fait qu'on en est encore là à acheter des trucs dans des boîtes de conserve et compagnie alors qu'on a une terre qui peut nous fabriquer des choses? Non, c'est-à-dire qu'il faut ramener l'humain à la raison. L'humain à la raison, c'est que ton territoire, ton sol, c'est ta maman. Vous savez, la chose, c'est que vous naissez, la maman vous donne le sein. Après, c'est ta terre qui prend le relais, qui te donne le sein. Hein. Quand tu manges tes ignames, quand tu manges tes haloco, c'est ta terre qui te donne le sein. Donc il faut mettre ça dans la conscience des gens. C'est ta terre qui te donne le sein. C'est-à-dire après, le relais de ta maman qui t'a donné le lait avec son sein, c'est ta terre qui te donne le lait avec son sein par rapport à ce qu'elle produit. Mais si tu es indifférent à ce que te donne ta terre, comme chez nous des fois en Guadeloupe, cette indifférence, il y a des manques partout, on ne fait rien avec ça. Mais ça fait que ta terre même, elle se dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je fais l'effort de te donner les meilleurs mangues de la planète, et tu es en train de regarder les mangues par terre, et tu vas acheter un jus en canette. Vous voyez ce que je dis par là? Tout à fait. Donc c'est pour ça que l'histoire, l'enjeu, c'est redonner ce qu'on appelle la conscience. Oui. Et c'est ça qui est important. Alors, professeur Motoundé, sur cette question, votre pensée, vous disiez tout à l'heure que quelques personnes vous ont dit que vous étiez excessif dans vos réflexions. Mais il y a d'autres penseurs africains. Qu'est-ce que vous pensez de ceux-là, de ceux qui réflishissent? Je veux donner quelques noms. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, la problématique et la réalité aujourd'hui, c'est que il y a une coalition d'intelligence qu'il faut faire basculer dans l'action. Vous voyez? C'est-à-dire, non pas dans l'acceptation de ce qui se passe, mais non pas non plus dans le refus, mais c'est le fait de se dire que nos ancêtres méritent mieux. Parce que par ces phénomènes-là d'échec et le fait d'être dans l'inertie, on ne glorifie pas et on ne fait pas respecter la mémoire de nos ancêtres à travers le monde. Vous voyez? Et on a beau dire, on a beau faire, ça crée quoi comme situation? Ça crée la situation qu'il arrive n'importe quoi un noir à travers la planète, il n'y a personne pour venir le défendre. Alors que vous touchez un Anglais, l'Angleterre vient voir le pays pour dire, mais attendez, pourquoi vous avez touché à cet Anglais? On touche à n'importe qui. Il y a toujours ce phénomène où on vient voir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand c'est un noir, alors là, franchement, qu'il soit haïtien, qu'il soit machin, il n'y a personne qui va voir, mais pourquoi vous l'avez touché? Vous êtes pour ce que dit Soyinka, un tigre ne clame pas sa tigritude, il attrape sa proie et puis c'est comme ça, il la dévore. Donc vous dites, face à l'Occident, il faut foncer, il faut... Moi, je dis que la première chose qu'il faut faire, c'est affirmer notre volonté de puissance. Et notre volonté de puissance par la maîtrise de notre système de transmission des savoirs, dans tous les domaines, y compris dans les domaines professionnels. Vous voyez? Parce que
prenons par exemple le milieu de l'entreprise. Oui. Mais la première fois qu'il y a eu des entreprises en Afrique, on a inventé la monnaie, on a fait du commerce, le marché existe en langue africaine. Sauf que la chose qui est très particulière, c'est qu'il n'y avait pas de publicité. D'accord? Parce que moi-même qui ai fait des études commerciales, quand j'ai regardé le fonctionnement, c'est quoi? La chose, c'est qu'il y a un pont. Le pont, il est cassé. Donc, celui qui veut affirmer qu'il est puissant économiquement parlant dans sa sous-région, il va réparer le pont. Donc comme ça, à chaque fois que les gens vont prendre le pont, ils vont dire « Ah, c'est tel commerçant qui a réparé le pont. » Donc, c'est-à-dire que œuvrer pour le bonheur des siens, c'est ça qui représentait le fait de faire une page de publicité. Vous voyez, quand il a fait un gué pour permettre aux gens de franchir la rivière, on dit « Ah, c'est tel commerçant qui a fait ça. » Donc, les gens sont reconnaissants parce qu'ils voient que « Ah, on vient acheter chez toi, en retour, tu pourvois au bien-être au niveau de l'infrastructure. » Maintenant, on est passé, le gars, il fait de l'argent chez toi, il met une publicité, il se casse avec l'argent. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne répare ni une route, il ne répare ni un trottoir, il ne finance ni une école, rien du tout, il se casse avec l'argent. Et ça s'appelle les multinationales. C'est pour ça qu'on est obligé de dire non. On ne peut pas accepter qu'un certain nombre de multinationales viennent ponctionner l'argent dans les pays du Sud et se casser avec l'argent sous prétexte qu'ils ont des actionnaires à qui ils doivent donner à boire et à manger. Non, on ne peut pas faire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire par là? Absolument. Il faut revenir à la raison. Et je dirais une chose, c'est que nous sommes en fait dans une dynamique où la raison doit l'emporter. D'accord? La raison doit l'emporter. Mais il y a une force contre nous qui est la cupidité financière de certains. Oui. D'accord? Donc, la chose c'est que si les forces de la raison se coalisent pour devenir super puissants, les forces de la cupidité n'auront plus d'espace pour évoluer. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de dire oui, regardez comment un tel... Non, franchement, je vais vous dire une chose. Vous avez une belle plage, simplement parce que des petits grains ont décidé de se mettre ensemble au même endroit. Pour faire un bar, pour faire une plage. Est-ce que les hommes et les femmes de bonne volonté veulent bien accepter d'être au même endroit, qu'on puisse faire du Cameroun une belle plage? Les histoires d'un tel festival, franchement, ça ne m'intéresse pas. Je vous dis objectivement, ce que Jacques fait, ce que Michel fait, franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je dis, c'est que l'univers crée une chose et crée le contraire de la chose. Et quand elle crée le contraire de la chose, ce n'est pas pour empêcher à la chose de se faire. Elle dit simplement, si tu n'as pas la volonté de le faire, si tu n'es pas déterminé à le faire, et si tu n'organises pas ta stratégie pour y arriver, je te garantis que tu ne vas pas y arriver parce que moi qui suis la force contraire, je vais mettre un terme à ton action. Donc il faut de la volonté, de la détermination. Et c'est peut-être que sur la durée, voyez-vous, on a des fois l'élastique qui se rompt et on est obligé de repartir au point de départ pour pouvoir affirmer cette volonté de faire bien. Mais la chose, c'est qu'il faut transmettre ça aux jeunes générations pour que cette énergie soit constamment alimentée et qu'on se donne les moyens ensemble de faire ensemble. Mais vous estimez quand même qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de réflexion? C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, par exemple, j'essaye d'expliquer des choses simples, mais qui sont très importantes. Quand je regarde la configuration sur le plan géologique du Cameroun et que je regarde mon pays, est-ce que vous savez que chez nous en Guadeloupe, on a la seule usine de géothermie de toute la France. Et avec cette usine de géothermie, on nous compare déjà même au Qatar. Parce qu'avec cette géothermie, on peut faire de l'hydrogène. Donc ça veut dire que le Qatar, qui est en train d'épuiser ses ressources pétrolières, puisqu'ils se disent que dans 20 ans, 30 ans, on n'aura plus de pétrole. Donc qu'est-ce qu'on fait? S'intéresse à nous parce que nous représentons les énergies d'avenir, non polluantes, mais avec une efficacité maximale. Si le Cameroun se lance aujourd'hui dans la géothermie, parce que le Cameroun a une géologie avec des montagnes, tout ça, mais c'est le nirvana pour cette affaire-là. À partir du moment où vous fabriquez de l'énergie par la géothermie, c'est-à-dire la chaleur du sous-sol. Parce qu'il ne faut pas faire de barrage hydraulique, il ne faut pas faire de ces trucs-là, ça perturbe trop la nature. Vous avez des poissons, tout ça, qui s'est cramé quand vous mettez un barrage, on l'a vu en Égypte, comment la faune et la flore sous-marine, le barrage d'Assouan a détruit tout ça. Bon. La chose qui se passe, c'est que en récupérant la chaleur du sous-sol pour faire de l'énergie, même si le pays a signé des accords de non-émission de gaz à effet de serre, donc ils vous privent de capacité de développement, comme c'est de la vapeur, vous n'émettez pas de CO2. Donc, de toute façon, vous avez la possibilité de le faire. Mais la puissance dans le sous-sol est tellement forte que vous pouvez électrifier tout Yaoundé, tout Douala, tout ce que vous voulez.
Et après, il y a le phénomène de l'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène? Parce que l'hydrogène, à part l'hydrogène, on n'a pas d'autres moyens pour stocker l'électricité qu'on a produite. Oui. Donc c'est pour ça que nous disons que des villages peuvent être alimentés de façon totalement autonome. Oui. Et c'est comme ça que, en fournissant, c'est-à-dire quand l'État se met à fournir de l'énergie aux habitants, au commerce, à l'industrie, donc elle se rémunère dans une industrie qui est macro, mais c'est ça qui permet à cet État de mettre en place un fonds d'investissement et tous les gens qui souhaitent développer l'agriculture, développer les entreprises, des secteurs d'activité vont pouvoir bénéficier du fonds pour se lancer parce que l'État a régulièrement de l'argent et en alimenter. Mais quel est l'enjeu de cette affaire? C'est-à-dire qu'au moment où les Qataris vont commencer à avoir de moins en moins de pétrole et commencer à avoir des grandes angoisses pour les lendemains, nous on n'aura jamais de moins en moins de chaleur puisque la terre sera toujours chaude dans son noyau. Donc ça veut dire que le Cameroun n'aura pas ce souci-là dans l'avenir. Et on aura formé des ingénieurs qui seront des spécialistes de cette affaire-là. Donc, qui fait qu'on pourra même revendre de l'électricité aux pays voisins. Donc, l'enjeu, vous voyez, c'est de constater, lorsque je me déplace en Afrique et que je regarde les projections énergétiques des pays, la géothermie est à zéro. C'est-à-dire, c'est le truc qui coûte le moins cher. Le monde panafricain maîtrise géothermie hydrogène, parce que nous avons des ingénieurs capables de bâtir des usines n'importe où. Et l'autre chose qui est importante, c'est en termes de retour en gigawatts et en retour sur investissement, c'est le NIR et le VADA. C'est le NIR-VADA. La chose, c'est qu'il faut prendre le temps maintenant de voir comment on projette le Cameroun dans l'avenir, comment tout cela peut servir de dynamique en termes de motivation et d'élévation à la jeunesse, et comment on fait rayonner le Cameroun au point que d'autres pays qui étaient devant nous, se retrouvant derrière nous, vont venir voir mais comment on fait. Et là, on commence à faire un peu de transfert de technologie, mais gagnant-gagnant. Voilà. C'est ça les enjeux. Alors, lorsque on vous entend parler, on se rend compte que vous avez une préoccupation qui est vraiment majeure, c'est celle du côté pratique de votre réflexion. Totalement. Parce que mettre des choses vraiment dans la réalité. Dans la réalité. Moi, je vais vous dire une chose, je m'intéresse à l'histoire, non pas pour vous raconter ce qui s'est passé, mais c'est pour vous montrer que comment cette histoire peut alimenter nos choix à l'avenir. C'est comment cette histoire, c'est comme une espèce de tableau de bord qui nous permet d'éviter de faire des erreurs. Parce que on est dans le cadre de ce que nous sommes, donc ce qui fait que, arrimé à notre paradigme, on est beaucoup plus puissant en réflexion. C'est ça les enjeux. Et vous agissez beaucoup sur le terrain, par exemple, de l'agriculture. Oui, l'agriculture pour moi c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que l'Afrique a des terres, c'est extraordinaire de voir ces immenses territoires, ces hectares, enfin c'est très impressionnant. Et lorsque je suis au contact des agriculteurs, c'est juste un problème de logistique. Il y a des problèmes de logistique. Alors il y a des fois aussi où quand on est dans le fleuve, la production peut être amenée dans la ville par le fleuve. Pourquoi utiliser des camions quand on peut faire avec des pirogues, on charge et on amène, et ça va tout seul d'ailleurs, ça va même des fois plus vite. Mais la chose c'est qu'il faut pouvoir, sur le plan de la logistique, être suffisamment pragmatique, parce que je vois par exemple dans certains pays, des agriculteurs qui étaient sur 5 hectares, je leur demande, mais pourquoi vous n'êtes pas... 10 ou 100 10 ou 100 Ils disent oui, mais le problème c'est que nous, on a les moyens juste pour faire 5. Je dis, attendez, ça veut dire si vous avez plus de moyens, vous allez pouvoir augmenter les hectares. Ils me disent oui. Donc on leur a donné les moyens pour 50 hectares. Ah ben ils ont fait 50 hectares. Sauf que les gains, on les réinvestit pour passer à 100 hectares. Et ces gains-là, on les réinvestit pour passer à 200 hectares. Donc voilà comment, en 3 ans, 4 ans, vous pouvez vous retrouver déjà avec des surfaces relativement étendues, simplement parce que, regardez ce qu'on me disait par exemple au Cameroun. Vous avez des agriculteurs qui me disaient, oui, monsieur Motunde, vous savez, mon champ, il est à 3 km, le fleuve, est à 3 km de mon champ. Ce qui est naturellement, effectivement, un problème. Il y a des pays où le fleuve est à 4 km du champ. On a mis une motopompe dans le fleuve avec un tuyau de 4 km. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avec WhatsApp, on a quand même des ingénieurs aussi chez nous. On discute avec les personnes d'ici. On va dans le magasin ensemble. On est en direct. On choisit le matériau qu'il faut, le type de tuyau et compagnie, le type de motopompe. On prend la motopompe et le tuyau. Après, on va dans le champ. On filme tout ça en direct. Je suis tout ça en direct. On installe, boum, on allume le moteur, boum. L'eau part et on part en voiture 4 km pour l'un pour voir comment l'eau arrive dans le champ. Donc c'est des choses, c'est l'affaire de quoi? 2 jours, 3 jours. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire en 2 jours, 3 jours, à partir du moment où l'eau est arrivée dans le champ, là vous pouvez envisager d'augmenter le nombre d'hectares. Mais c'est-à-dire que ce qu'il y a de particulier, c'est que quand vous êtes dans la capacité de faire, vous ne voyez que la capacité de faire. Vous ne voyez même pas les obstacles.
Mais il y en a pourtant, quand même. Il y en a, mais je vais vous dire une chose, ce sont des défis. Oui. Ce sont des défis, c'est-à-dire que ce sont des défis dans le sens où vous savez que c'est important. Donc on prend le temps, même des fois avec des chefs de village, de réfléchir à la situation, puisqu'il y a des fois où on est dans une situation où on est obligé de faire des puits. Oui. Mais quand vous creusez des fois à 5 mètres, vous avez beaucoup d'eau. Donc là, c'est mettre le tuyau avec la motopompe, on sort l'eau du puits, on arrose les champs. Oui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par Tout là? à fait. Donc ce qui veut dire que... Et puis il y a des pays aussi où il y a des serpents. Oui. Donc quand vous faites par exemple de la volaille, il faut prévoir des protections pour ne pas que les serpents oui. viennent... oui, parce qu'avec de la volaille, les petits poussins, Oui. ça attire tout ce monde-là. Et donc, en plus, les bêtes faisant du bruit, Oui. si vous n'avez pas un système de protection, le lendemain même, vous n'avez plus rien. Puisque tous les serpents vont rentrer dans Mais le vous avez poulailler. aussi eu quelques ennuis avec les autorités françaises. Oui, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que le problème, c'est que lorsque on part dans une dynamique avec des agriculteurs partenaires, on est obligé de faire beaucoup de Western Union. Vous voyez? Et c'est ces Western Union-là qui font que, à certains moments, je suis un peu accusé de financer des mouvements un peu alternatifs. Oui. Et je suis toujours obligé de prouver la facture, voilà, la facture, montrer les photos du matériel pour bien montrer que nous, on veut servir aux intérêts du continent africain. Vous savez, je vais vous dire une chose, hein. Les gens, il faut comprendre une chose. C'est pas parce que moi je suis en Guadeloupe, je suis pas sur le continent africain, que je n'opère pas sur le continent africain dans différents domaines. Hein. Oui. Moi, je prends des dessinateurs qui me font des dessins, je prends des correcteurs qui ouvrent mes affaires. C'est-à-dire que je suis constamment en train de travailler. Moi, je sais pas, c'est pas une question de venir faire du tourisme. Moi, ce que j'estime, c'est qu'il faut impulser une dynamique. Et cette dynamique, aujourd'hui, je peux l'impulser de partout où je suis, parce que regardez chez moi, le Chinois, il mange sa nourriture chinoise en Guadeloupe tous les jours. Il ne demande pas à sa maman, maman, quand tu viens en Guadeloupe, mets des nouilles dans la valise pour m'emmener, que je puisse manger au moins des nouilles. Comment ça se fait que le monde noir, hein, et à travers le monde, on est en train de demander à maman de mettre des halocos, tout ça, dans la valise, voilà, pour amener. Mais, ça veut dire, à quoi ça sert toutes ces études et tous ces diplômes qu'on attrape? Alors vous avez apporté une réponse à cette question-là. Totalement. Vous avez créé un marché. C'est-à-dire que nous, oui. on a dit tout simplement qu'on n'a pas des gros moyens comme certains, mais on a une grosse intelligence, encore plus performante que d'autres. Et donc, tout cela, on a fait en sorte que, sur certains territoires à l'étranger, qu'on puisse disposer de magasins sur téléphone portable. Et qui fait que la personne, quand elle veut aller dans son magasin, elle prend son téléphone portable et elle commande ses produits de chez elle. Tout simplement. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que, des fois, je me dis, quand je participe au débat économique et financier, je me dis, il y a juste peut-être une chose que tout le monde a oubliée, c'est que dans la tradition africaine, il faut d'abord être créatif, parce que le créateur, c'est celui qui a tout créé. Ouais. Et comme nous sommes à son image, il faut d'abord être créatif. La tendance qu'on a, c'est à considérer que Keynes, il faut l'appliquer tel quel. Voilà, tel modèle, il faut l'appliquer tel tel. L'Afrique, il faut coloniser les mots. Toutes les thèses que ces jeunes-là font là. Mais je vous dis, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Pourquoi c'est du grand n'importe quoi? Parce que quand je suis avec les jeunes Chinois, pour eux, l'important, c'est de coloniser l'information occidentale. C'est-à-dire l'acclimater à la sauce chinoise. Oui. Mais dans la tradition africaine, quand on est dans le monde africain, on veut prendre le truc tel quel. Parce qu'on considère que le gars, c'est un dieu vivant, machin. Non, il faut considérer que c'est une proposition qui te fait. Et toi, tu dis, bon, ben, je vais prendre tel ingrédient dedans, je vais prendre tel autre ingrédient, mais je vais remplacer tel autre ingrédient par tel autre ingrédient africain. Donc, dans ta thèse, on sent que tu acclimates un savoir. On sent que tu colonises le savoir. Et c'est ça. Alors, comment voulez-vous aussi que vous êtes en Afrique, vous faites un devoir de... Des fois, je participe au truc de thèse, mais je suis ahuri. Vous avez un jeune de Bordeaux qui fait une thèse. Vous avez un jeune, par exemple, qui est à Yaoundé, qui va faire une thèse. Les deux vont dire la même chose. Quel est le résultat, comme je le dis? On a cloné les intelligences de l'humanité. On les a clonées parce que normalement, je prends par exemple ce que j'ai beaucoup critiqué, une thèse sur l'igname. Tu ne peux pas me dire qu'un gars de Bordeaux qui n'a pas d'igname chez lui, et par rapport à un gars dans le monde panafricain qui a de l'igname chez lui, ils discutent donc dans la thèse de la même façon. Mais c'est quoi cette affaire? C'est pas possible. Mais c'est pas normal. Le gars doit pouvoir nous dire, voilà, dans ma langue, ça s'appelle comme ça, machin truc. C'est pour ça que quand j'ai pris la parole, j'ai dit à ce jeune qui passait sa thèse, puisqu'on était jury de thèse, je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'il y a un Français qui a montré que quand les hommes ont quitté l'Afrique, ils ont quitté l'Afrique avec l'igname.
Oui. Parce que quand on suit le nom de l'Igname, donc depuis l'Afrique, dans la Caraïbe, en Amérique, et comment le nom de l'Afrique, on voit que le nom local de l'Igname, c'est parce que, vous voyez, quand on dit Igname, nous-mêmes, c'est Niam, Ziam, vous voyez ce que je veux dire par là? Donc il a montré ça. Je dis, mais regarde, c'est un Français qui a montré ça. Toi, tu fais la thèse, tu ne fais même pas la moitié du chemin que le Français a fait. Jean Mazel. Jean Mazel a fait une démonstration sur l'Igname. Et comment ça se fait que toi, tu fais un truc comme si tu étais à Bordeaux? Et en plus, on va lui donner 20 sur 20. Oui. Alors que c'est du grand n'importe quoi. Donc le problème, c'est que celui qui dirige la thèse doit faire un effort pour être africain. C'est-à-dire avoir l'esprit que on ne fait pas une thèse pour une thèse, on fait une thèse parce qu'on crée un champ d'énergie de réflexion. Et ce champ d'énergie de réflexion, c'est un match que tu ne peux jouer qu'à domicile, tu ne peux pas jouer à l'extérieur. C'est-à-dire si tu ne places pas le centre de toi-même en toi-même et que tu te mets en périphérie, eh ben, ça veut dire que ton devoir crée une dynamique de la mise en périphérie de l'esprit africain. Ce n'est pas le but du jeu. Vous voyez? Donc c'est pour cette raison que moi j'ai un peu tendance, pour vous dire les choses un peu clairement, à... C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça? Je vois un establishment qui est sûr des choix qui sont faits. Sauf que moi, quand j'étais à l'UNESCO quand même, j'ai discuté avec les Chinois, j'ai discuté avec les Japonais, les gens de Singapour. C'est pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ont la même culture que nous sur le plan, je dirais, des matériaux, mais le regard qu'ils portent sur ça, c'est pas notre regard. Parce que nous, on a un regard vers l'extérieur, pas un regard dans la partie endogène de nos savoirs réels. Tandis que eux, ils sont... Parce qu'au départ, ils ont copié l'Occident. Mais ils ont dit, mais attends, et c'est quoi cette affaire? On a ça là, et arrêtez ça, commençons, machin. Dès qu'ils ont commencé à faire ça, boum, ils sont devenus leaders mondiaux en performance aussi. Et regardez la chose que je disais aussi au Cerdoto là, c'est que le fait d'avoir changé de système pédagogique, de matériaux pédagogiques, d'avoir acclimaté ça, tout ça dans le paradigme africain, en 50 ans, le PIB de ces pays a fait un bond d'avant. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 250 € par personne à 2500 € par personne. En 50 ans, simplement en disant, bon, on va changer. Donc c'est pour ça que je dis, attention, parce que les gens qui disent, oui, le monsieur, il est en train de rêver. Attention, l'indice sur le PIB, le produit intérieur brut d'un pays, c'est des choses qu'on sait lorsqu'on modifie le programme pédagogique pour le rendre beaucoup plus endogène, parce que ça libère les énergies positives. Et à partir de là, le jeune qui est ici, il se rend compte que la capacité de faire se trouve chez moi, pas à l'extérieur. Puisque si vous formez les jeunes par rapport à des paradigmes extérieurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir partir à l'extérieur. Ah ben voilà. Donc il faut rapatrier toutes ces questions. Il faut commencer par rapatrier l'Africain à l'intérieur de lui-même. Parce que moi je vous dis une chose, nous sommes partis avec l'esclavage et compagnie, à des milliers de kilomètres, 4000 kilomètres, mais on découvre que sur le continent, il y a des gens aussi qui sont partis à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a des gens qui sont partis. Moi, je vous dis une chose, c'est impressionnant. Quand j'écoute des fois les gens parler, je dis la personne, elle est partie. Parce que, regardez, j'étais dans un pays, vous avez des femmes qui vont à la mosquée pour demander à l'imam de faire tomber la pluie. Et en passant, elles tombent sur le vieux qui voit les femmes tout agitées, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et les femmes disent, ben oui, on va voir à la mosquée pour faire tomber la pluie. Et le vieux, il dit, mais attends, si les Arabes savaient faire tomber la pluie, mais il n'y aurait pas eu un désert là où ils habitent. Vous voyez ce que je dis par là? Donc venez chez nous, on va discuter, on va voir ça. Donc ça vous montre qu'il y a tellement plus d'esprit critique que le fait de poser même une équation devient un problème. Parce qu'elle est posée dans un paradigme qui n'a ni queue ni tête. C'est pour ça qu'il faut revenir à la maison, c'est important. Alors, l'un des grands débats aussi, professeur Motunde, c'est la monnaie. Nous qui sommes dans la zone franc, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, c'est une question. Alors la question, comment je vais déjà vous dire une chose, l'Afrique ne sera jamais pauvre. L'Afrique ne sera jamais pauvre parce que la densité de matières premières qu'on a, stratégique, fait qu'on ne sera jamais pauvre. Ça n'a jamais existé dans la surface, à la surface du monde, depuis que le monde existe, un Africain pauvre, ça n'existe pas. D'accord? Ce qui existe, c'est des Africains appauvris par des mécanismes d'appauvrissement. D'accord? Mais l'Africain pauvre, ça n'existe pas, ça ne peut pas arriver. Bon, maintenant, l'enjeu, c'est la transformation de ces mécanismes de paupérisation en mécanismes de création de richesse. C'est aussi simple que ça. Vous savez, aujourd'hui, vous commencez à voir que le retour à l'or s'affirme pour garantir la valeur d'une monnaie.
Mais est-ce que vous savez que depuis qu'on a parlé du fait que la carte africaine elle est beaucoup plus grande que ce qu'on avait vu, ça veut dire que tous les gisements d'or sont beaucoup plus grands. Donc du coup, un seul pays peut garantir la monnaie africaine en or. Une fois que vous avez fait ça, vous devenez leader mondial, de fait. Maintenant, l'enjeu, c'est qu'il y a des mauvaises habitudes qui ont été faites, qui ont été prises, et il y a aussi peut-être une perspective qu'il faut poser dans le cadre du monde panafricain. Moi, je suis même, je vais vous dire une chose, je suis même pour que l'Union africaine, dans le cadre d'un État fédéral africain, d'accord, soit dirigée par quelqu'un qui vient de la diaspora. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas dire, ouais, mais c'est un Soudanais, ouais, mais c'est un tel, mais c'est un tel. Là, il est neutre. D'accord? C'est-à-dire qu'il pourvoit aux intérêts de toutes les populations africaines et personne ne peut se l'approprier. Tout à fait. D'accord? Et personne ne peut dire, il n'est pas avec nous. Vous comprenez l'affaire? Donc ça veut dire que ça crée une espèce de neutralité à ce niveau-là. Et avec un conseil qui représente tous les États. Un conseil qui représente mais un dirigeant qui est issu du monde panafricain. C'est-à-dire quelqu'un de la Caraïbe, vous voyez ce que je veux dire par là, qui va diriger dans le sens équitable, c'est-à-dire que tout soit mis sur la table et que le monde, les peuples, les populations africaines, à commencer par les femmes, puissent en profiter et en bénéficier partout où elles sont à travers le monde, et y compris déjà sur le continent africain. Alors je pense que, vous voyez, peut-être que certains diront c'est une solution extrême. Non, je pense que, moi j'ai eu l'occasion de travailler à Thabo Mbeki, j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de choses. Ça va permettre de calmer certaines tensions, parce qu'on ne pourra pas s'approprier cette femme-là ou cet homme-là qui va diriger, je dirais au nom de tous, la destinée du continent africain. Absolument. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, on a un regard très particulier sur toute cette affaire-là. Pourquoi notre regard est particulier? Parce que nous savons ce que nous avons vécu sur les plantations esclavagistes. Vous voyez, moi je vois ma grand-mère, je ne suis jamais arrivé à mon frère. Donc c'est avec le frère de ma grand-mère que je discutais de ça. Donc ça veut dire que la problématique pour nous, c'est que quand vous parlez de l'esclavage, ce n'est pas de l'histoire pour nous, c'est de l'actualité. Parce qu'on n'est pas sorti du problème. Vous voyez, je veux dire par là. Donc qui fait que cette actualité, c'est ça qui nous rend un peu teigneux. C'est-à-dire, les gens disent, oui, on parle de ça, mais on a l'impression que, boum. Parce que pour nous, c'est de l'actualité, c'est pas de l'histoire. Pour nous, c'est pas parce qu'on a reconnu l'esclavage comme crime que le problème a été effacé. Il y a un contentieux énorme dans cette affaire-là. Et je vous dis, on n'ira pas courir derrière les Occidentaux pour qu'ils nous demandent pardon. Nous allons œuvrer, puisque nous avons compris que les Occidentaux, c'est une confrérie de sous-sol vide. Et je dirais que ce sous-sol vide-là, ils pensent qu'ils vont diriger les hommes par des armes. Et que ça va rester comme ça immuable. Excusez-moi, il n'y a rien d'immuable dans l'histoire de l'humanité. Tout se casse la gueule à un moment. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura bien un moment où il y aura des ratés. Et c'est ce qu'on voit avec l'affaire de Poutine. C'est que manifestement, il y a quand même un gars qui s'est levé et qui les a tous arrêtés. Vous voyez? Et ils sont bien embêtés là en ce moment. Parce qu'ils disent, mais mince, on a trouvé Golgoth. Golgoth a dit stop. Même il a même mis un stop au coronavirus. Tout le monde parlait que de ça. Golgoth est arrivé, boum, on n'en parle plus. Mais ça montre que tout ça, en fait, ce sont c'est de la géopolitique un peu artificielle. Et qu'il y a des hommes et des femmes qui sont capables de changer le cours de l'histoire et du destin des choses. C'est de cela qu'il faut... Alors, sur l'idée des États-Unis d'Afrique, on sait que Kwame Nkrumah déjà, il en a parlé, peut-être même plus avant, Marcus Garvey et tout le monde. Totalement. Alors, est-ce que... aujourd'hui, c'est faisable, on va vers quoi? C'est-à-dire que... Parce que l'idée que vous émettez sur... c'est-à-dire que, en fait... un dirigeant venu de la diaspora, c'est pour justement concrétiser. C'est pour faciliter les choses. Mais c'est aussi le fait que, je pense que... on se crée des problèmes là où il n'y en a pas. Vous savez, le premier qui a bâti des États fédérés, c'est Narmer. Lorsque Narmer a unifié la Haute et la Basse-Égypte, il y avait 42 noms. D'accord? Chaque nom était dirigé par un souverain. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous restez à votre place, mais on va créer un État qui va regrouper les 42 nobles, donc les 42 régions. Et ces souverains sont restés toujours responsables, c'est ce qu'on appelle le président de région, de roi, ils sont devenus présidents de région, avec quand même leur statut de royauté, et ils ont continué à administrer, mais il y avait le conseil de Haute et de Basse-Égypte, dans lequel ils faisaient partie, et ils décidaient ensemble de l'avenir, mais c'est Narmer qui a fondé cet État-royaume, c'est-à-dire c'est un royaume qui a fonctionné comme un État. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a jamais dit qu'on va virer le président du Cameroun ou qu'on va virer le président du Sénégal. On a dit simplement
qu'il y a des enjeux qui concernent la totalité du continent, une monnaie unique, une défense unique, une santé unique, un système pédagogique unique. Après, ceux qui veulent organiser la pêche chez eux par rapport à l'élevage, mais tu as le droit de le faire. Et les États-Unis, on en parlait au CERDOTOLA, les États-Unis d'Amérique, vous savez que Biden ne peut pas descendre au Texas et faire la loi, puisque le Texas est souverain. Voilà, mais ça n'empêche pas, sur les problèmes économiques, sur les problèmes géopolitiques, de défense, voilà, d'avoir Biden qui se charge de la défense de tout le monde. Donc vous voyez que l'État fédéral, enfin la fédération d'États, c'est pas je donne tout à quelqu'un, il y a juste des postes, 3-4 postes qui sont gérés en commun. L'Europe, vous avez vu, c'est parti sur l'agriculture, sur la métallurgie, sur un certain nombre de choses. Et au début, ils n'étaient pas 27, il y avait quoi, 3-4 personnes. Donc on peut déjà partir sur la base qu'il y a déjà 5-6 pays qui sont déjà d'accord, on crée la dynamique avec ces pays. Mais oui, mais vous disiez tout à l'heure que vous ne faites pas, vous vous arrêtez pas beaucoup à ce que fait telle ou telle personne, mais quand même, il y a eu des figures. Kadhafi était l'une de ces grandes figures. Kadhafi était avant-gardiste, vous voyez. Mais dans une problématique, c'est qu'on était à l'ère des poissons. Et l'ère des poissons, c'était pas une ère favorable pour faire les choses. Vous voyez, moi je commence à comprendre maintenant que il y avait cette ère-là qui était de basse fréquence, qui n'était pas bonne. Maintenant qu'on a changé d'air, beaucoup de choses. Mais quand je dis aux gens, mais vous allez voir le changement d'air, mais moi-même je suis surpris. Parce que j'ai écrit un bouquin là-dessus, mais je vois que c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Comment des civilisations sont stoppées, comment elles commencent à partir très vite dans le déclin, comment d'autres civilisations commencent à monter, comment les questions que les gens ne se posaient pas avant, les gens commencent à se les poser, comment la réalité, le fait de se mettre ensemble pour essayer un objectif. Parce qu'il faut quand même savoir une chose. On peut discuter de tout ce qu'on veut, mais quand il s'agit de faire avancer le Cameroun, mais tous les Camerounais, regardez quand il y a un match de football, tous les Camerounais sont ensemble. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc il y a quand même cet état de conscience-là, qui est un état de conscience de la performance collective dans l'espace camerounais, et qu'on conserve, mais sur des projets vraiment macro, sur des choses vraiment très importantes. Parce que moi, je vous dis une chose, pourquoi je trouve ça quand même aberrant? Je suis venu il y a quelque temps au Cameroun, je prends des francs CFA, j'arrive au Togo, et on me dit que c'est des vulgaires morceaux de papier, parce que comme on a changé de zone économique, les francs CFA du Cameroun ne sont pas valables au Togo. Non mais attendez, on est dans un monde où on fait des échanges, on fait du commerce. Si on crée déjà des espaces qui sont des guet-apens économiques, parce que ça c'est un guet-apens économique, vous prenez des CFA là, vous traversez la rue, et c'est déjà plus valable, mais c'est un guet-apens économique. Quand je quitte le Togo, je monte à Paris, je vais dans le bureau de change, je peux toujours pas changer mes bons CFA. Vous comprenez l'affaire? Je me retrouve avec des Camerounais à l'aéroport en train de faire de la contrebande de change de trucs. Et vous parlez d'espace économique, on est dans un coin en train d'échanger de la monnaie. Mais arrêtez quand même, faut être sérieux. Parce que comment voulez-vous qu'on devienne puissant si on en est dans des ghettos économiques comme ça? Il faut mettre un terme. Les gens disent oui, il y a le front. Déjà, ces ghettos économiques-là, il faut arrêter ça. D'accord? C'est déjà le premier point, c'est arrêter ça net. Ensuite, il faut créer une dynamique, parce que la monnaie, c'est la représentation du dynamisme collectif des individus. Mais si vous n'avez pas créé cet esprit de dynamisme économique, vous pouvez mettre la monnaie, ça va faire vers à quoi? Donc c'est pour ça que l'enseignement aussi, c'est un cheval de bataille. Il faut que dans le cadre des manuels scolaires, l'idée de l'unité soit mise en avant. Moi, quand je fais un ouvrage pour les enfants, je mets l'idée de l'unité en avant. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que cette idée on parle de Kwame Nkrumah, tout ça, mais est-ce que c'est dans les manuels? Est-ce que quand on fait en maternelle, en CE1, CE2, est-ce que c'est des notions qu'ils voient? Parce que ce sont des choses qui vont mettre très tôt dans l'esprit d'un enfant. L'idéal civilisationnel. L'enfant, à 4 ans, 5 ans, doit connaître l'idéal civilisationnel de son continent. Et c'est là où on a du travail à faire. Donc c'est ça les enjeux. C'est-à-dire qu'en fait, quand au fond, c'est simplement de se dire que voilà où nous voulons aller. Donc ça s'appelle un projet de civilisation. Et maintenant, comment on va décliner ce projet de civilisation dans différentes sphères, dans différents domaines, de manière à faire en sorte que nous puissions... Vous savez, hein, moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que lorsque on parle des pyramides, on parle des pyramides, on voit les blocs de pierre. Mais les premières pyramides sont des pyramides humaines. Hein. C'est quand tout le monde se met ensemble à sa place et crée cette pyramide d'élévation pour faire avancer son pays et sa civilisation. C'est ça la pyramide. Après, les blocs de pierre ou des blocs d'autre chose ou des morceaux de bois, je dirais c'est pour parvenir à un objectif qui consolide
le projet de pyramide humaine. L'Égypte a fait d'abord un projet de pyramide humaine, d'accord, et ensuite ils ont fait des pyramides pour renforcer le projet de pyramide humaine, puisque c'est là qu'est né le management aussi. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a de beaux défis, je ne parle pas de grands défis, on a de beaux défis à relever ensemble, et c'est pour ça que lorsque je passe du temps avec les enfants, mais je peux passer 6 heures avec les enfants, mais on ne voit même pas le temps passer, parce que on s'est amusé, on a parlé de choses importantes, on a partagé, on a travaillé l'unité. Parce que vous savez que ces petits devoirs individuels-là qu'on fait là, comme ça Mathieu a sa note, Jacques a sa note, c'est pas bon. Il faut donner des notes collectives. Il faut qu'il y ait plus de... Pourquoi l'Europe fait ça? C'est pour inséminer dans l'esprit des gens l'idée de l'individualité. C'est ma note. Si vous voulez mettre un terme à ça, il faut créer des espaces de travail collectif. C'est notre note. Vous voyez ce que je veux dire par là? Ça change tout. Parce que ça oblige les enfants à dialoguer entre eux. Qu'est-ce que tu penses? C'est le bon résultat? Non, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est comme ça que demain, ces gens-là, quand ils seront à la tête de l'État fédéral, ils ont appris à discuter entre eux pour trouver la bonne solution. Ils vont régler le problème. Mais si vous avez une somme d'individualité formulée par un enseignement scolaire qui a primé, qui fait primer l'individualité sur l'aspect collectif, alors que ces gens-là doivent aller diriger ensemble un pays et s'organiser ensemble et prendre des décisions ensemble, mais vous voyez bien que c'est du grand n'importe quoi. Parce que vous voulez un objectif, mais vous prenez l'objectif à rebours depuis quand l'enfant est rentré à l'école. C'est pas sérieux. Alors, donc, vous diriez qu'à l'heure du Verseau, c'est le temps de l'Afrique qui est arrivé pour oui, faire... à l'heure du Verseau, c'est le temps de l'Africain nouveau. Ça veut dire quoi l'Africain nouveau? Un Africain conscient de ce qu'il a en termes de potentiel. C'est-à-dire que on ne peut pas comparer la pensée africaine aux autres formes de pensée. Nous sommes quand même au-dessus. Je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est pas de la prétention, il faut bien comprendre la chose. Moi, j'ai rencontré les plus grands spécialistes du monde, j'ai discuté de ces questions. Le problème, c'est qu'on vous dit, par exemple, qu'il y a la physique classique et qu'il y a la physique quantique. C'est deux mondes différents. Non! Pour le cerveau africain, c'est deux mondes qui fusionnent. Mettre en relation la physique classique et la physique quantique. L'Africain le fait tous les jours. Vous voyez? Donc, on vous dit, il y a les nombres décimaux, il y a les nombres binaires. C'est pas possible d'avoir les deux. Soit tu es dans le nombre décimal, soit tu es dans... Mais l'Africain, quand il fait les calculs, il a déjà fusionné les deux. C'est-à-dire que quand vous regardez comment est né le code binaire informatique, c'est né à partir d'un calcul avec des chiffres décimaux. Sauf qu'il y a un moment, il y a une bascule, et ça devient les binaires. Donc c'est ça que je montre aux enfants. Mais les gamins à 5 ans, ils sont capables de faire des codes barres, ils sont capables de faire des calculs, des algorithmes déjà au niveau des nombres binaires. Donc tout ça pour expliquer que on ne peut pas comparer la pensée africaine, authentiquement africaine, avec les autres formes de pensée. Mais il faut l'accepter. C'est pas de la prétention, c'est pas que je me mets à battre mon estomac plus haut que les autres, c'est simplement un constat scientifique. Les scientifiques de la planète le disent. Vous imaginez qu'à l'université de Yale, le département d'études africaines, c'est 1 million en termes de bourses pour venir au Cameroun. Et quand vous demandez aux chercheurs, mais pourquoi vous venez au Cameroun? Il dit parce qu'au Cameroun, il y a beaucoup de peuples différents, mais chaque peuple a son algorithme de calcul pour faire une addition, pour faire une multiplication. Donc il fait que dans un espace qu'on appelle le Cameroun, quand vous venez, vous repartez avec une richesse qui va nourrir votre réflexion quand vous remontez dans le laboratoire occidental. La seule chose, et c'est pour ça que j'ai invité des chercheurs blancs, pour qu'ils aient quand même la sincérité de dire que la stimulation intellectuelle est venue de l'Afrique, est venue du Cameroun. Vous voyez, est venue du Mali, est venue du Bénin, avec le FA et compagnie. Et que c'est à partir de là que nous avons eu l'idée de développer telle technologie et compagnie. Parce qu'il faut arrêter de venir prendre cette simulation d'Afrique et faire comme si l'Africain ne comptait pour rien dans l'inspiration de la solution technologique. C'est pour ça que vous regardez bien comment je prends un point d'honneur à souligner tous les chercheurs de la planète qui disent que cette solution est d'aborder. Regardez Mandelbrot avec les fractales. Quand il a été à l'université de Genève, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est d'abord l'Afrique qui a fait les fractales. Et il a montré le village. Vous voyez? Ce qu'a repris le professeur Rohan Glash après. Mais Mandelbrot l'avait déjà dit depuis les années 70. Rohan Glash n'a fait que rendre public ce que Mandelbrot avait dit dans un espace d'université et d'universitaire. Assez réduit. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que quand je le dis, c'est pas une question de prétention, c'est une réalité. Qu'est-ce que je voulais que vous dise?
On a voulu enterrer l'Africain en disant c'était la race inférieure. Maintenant, on découvre que sans lui, on ne peut rien faire. Absolument. Ah ben voilà la réalité. Alors, professeur, on achève cet entretien pratiquement. Alors, votre actualité, c'est que vous revenez, vous êtes au Cameroun, Oui, mais parce vous que- revenez encore oui. dans quelques temps. Alors, en fait, il y a Oui. effectivement, il y a les Pan-African Awards, donc au mois de décembre. Mais là, je veux venir au Cameroun pour faire des conférences, pour aller dans les écoles. Parce que moi, vous savez, quand je parle de ces choses-là, je veux montrer aux gens les documents. Je veux que les gens voient ce scientifique occidental dire, voilà, la pensée africaine, c'est elle qui est la source de l'inspiration de telle connaissance. Il faut que les gens voient ça. Pour que les gens se disent, non, mais le gars, il n'a pas fumé ou il n'est pas fou, mais qui s'appuie sur une vraie réalité. Bon. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il y a le travail de Diop. Le travail de Diop ne s'est pas arrêté avec la mort de Diop. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau, je dirais, de compréhension de ces travaux, mais ce niveau-là se métastase dans toutes les disciplines. Donc, il faut montrer tout simplement que cette dernière conférence qu'il a fait au Cameroun, mais c'est une graine qu'il a plantée. Il a planté une graine au plat, mais l'arbre a poussé, C'est l'arbre a donné des fruits. En 1986. Mais bien sûr, Oui, l'arbre ça a fait donné... quand même... Ben, voilà. mais c'est resté dans les... Mais c'est resté, mais l'arbre a porté des fruits. Oui. Analysons les fruits. Vous voyez, on est avec les nouvelles fouilles, les nouvelles données scientifiques, mais on fait de la prospective sur le travail de Diop, mais c'est au-delà du réel. Quand, par exemple, Diop il disait, oui, qu'il y avait un échange entre l'Europe et l'Afrique oui. en termes de civilisation, de connaissances et compagnie. Moi, quand j'ai commencé à prendre le temps à étudier les textes grecs, quand on vous dit, par exemple, que vous avez Io, qui est la fille d'un souverain européen, oui. qui a un fils et qui se retrouve par l'intermède des Phéniciens, des commerçants phéniciens, en Afrique, à mettre un homme, à mettre son fils au monde. Mais Échille vous dit, et tu mettras au monde le noir Épaphos. Mais moi, je pensais qu'Épaphos était un métis. Voilà. Vous voyez, le noir Épaphos, ça veut dire que ces gens-là étaient noirs depuis le début. Et si en remontant le fil, en regardant les fouilles archéologiques et les études d'ADN, que c'est pour ça que j'ai fait Pélagia, pour montrer qu'avant l'arrivée des Occidentaux, c'était les Noirs qui vivaient en Europe. Et Europe, c'est le nom d'une femme noire. Et c'est son frère qui a porté l'écriture donc au niveau de l'espace européen. Donc tout ça, ce travail que tu as... voilà. C'est-à-dire que moi, je dis, ce qu'il y a d'important, c'est que les gens aient la possibilité de voir les documents. Et moi, je suis prêt à venir, mais vraiment, une semaine avant les Panafricains, pour prendre le temps de dialoguer, de discuter, d'échanger, et de montrer aux gens que c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité scientifique. Voilà, c'est ça qui est important. Alors merci professeur Omotunde. Et je pense que personne n'a dormi. Ah non, pas du tout. Même si certains étaient un peu fatigués, Ouais. mais tout le monde s'est réveillé, a dit attention, Voilà. là, il faut qu'on écoute ce qui se dit. Non mais c'est important. D'accord, merci encore. Merci, c'est gentil. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis pendant cet entretien avec le professeur Omotunde. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition d'entretien.